Good Morning Business, le débrief de la matinale. Le débrief de la matinale avec François Chollet, président de Montségur Finance, Arnaud Aimé, directeur général de SIA Partners, Véronique Riche-Flores, économiste et présidente de Riche-Flores Recherche, et Benaouda Abdedaïm. Tous les quatre, on a 3 sujets pour nous ce matin. On commence avec la Chine. Ce chiffre tombé dans la nuit, 5,3% au premier trimestre. On attendait 4,6%. On est donc très au-dessus. Ça va pas faire bouger les marchés ce matin, c'est ce que nous disait Antoine Larigauderie. Véronique Riche-Flores, chiffres politiques, nous disait Benaouda Abdedaïm, chiffres dont on fait quoi une fois qu'on sait ce montant? Eh bien, oui, vous avez bien soulevé, effectivement. D'abord, il y a toujours beaucoup de suspicions sur l'estimation de la croissance. Après, bon, on avait quand même des signes de reprise, de légère amélioration, de l'activité industrielle, un petit peu des exportations. Ce que nous confirme, en revanche, ces données, parce qu'il n'y a pas que le produit intérieur brut, c'est que la situation domestique reste très plombée. Plombé par la crise immobilière, par la déflation. On le voit très bien avec des ventes de détail qui continuent à perdre du terrain, qui sont très faibles. En revanche, donc je pense que malgré cette croissance, il n'y a pas grand-chose à attendre pour les entreprises occidentales, du marché chinois, par exemple, du marché domestique. En revanche, ce qu'on a vu, et ça, ce ne sont pas les données chinoises qui nous le montrent, mais c'est cette percée fulgurante des industriels de la Chine sur les secteurs, l'automobile électrique, l'équipement énergétique nouvelle génération entre guillemets, qui, excusez-moi l'expression, mais est en train de tailler des croupières et des sacrées croupières à nos entreprises. On était avec le secteur des pompes à chaleur ce matin à 7h20, je peux vous dire qu'ils étaient sacrément inquiets. Eh ben voilà. Mais c'est pas étonnant. Et c'est ce qu'on constate qui fait qu'il y a souvent, à mon sens, une mauvaise interprétation des chiffres chinois. On a l'impression qu'on attend que la Chine se réveille pour tirer la croissance mondiale. C'est plus du tout ça l'histoire. La Chine est en train de mettre tous ses efforts sur les secteurs d'avenir, de demain. Elle bénéficie pour le coup de sa déflation et de l'avantage compétitif que ça procure à ces secteurs à l'exportation. C'est massif, ça va faire beaucoup de mal. Et en contrepartie, le soutien effectif de la demande domestique chinoise, il n'est pas là. Alors, et avec le risque en plus que ces meilleures nouvelles en provenance de Chine fassent monter un peu plus rapidement les prix des matières premières, qui sont toujours très sensibles aux perspectives sur l'économie chinoise. Donc net pour le reste du monde, en particulier pour les Européens, personnellement, je ne vois pas ces chiffres d'un très bon œil. On a déjà vu l'aluminium voilà, qui montait ces derniers jours. Juste, Benaouda, on a tort d'attendre une Chine qui redémarre et qui serait le relais d'une croissance mondiale qui est à la peine. C'est une mauvaise interprétation. Pour eux, c'est la bonne interprétation, parce que lorsque vous parcourez ce matin les commentaires d'économistes chinois, de médias chinois, ils font la comparaison entre leurs 1,4 milliard de consommateurs et leurs 400 millions de consommateurs des classes moyennes par rapport aux 36 économies développées à travers le monde, et ils disent si nous n'étions pas là, ce serait une calamité monumentale pour l'économie mondiale. C'est en tout état de cause leur interprétation, et lorsque on décortique les éléments statistiques qui ont été présentés ce matin par l'Institut national des statistiques chinois, ils préfèrent mettre en avant des éléments comme l'investissement, par exemple, dans les équipements de transport hors automobile. On est en hausse de 25%. Dans l'industrie agroalimentaire, 19%. Donc des éléments moteurs majeurs qui, selon eux, entraînent non seulement l'économie chinoise, mais l'économie mondiale. Pour rappel, deuxième produit intérieur brut mondial. Donc dans leur esprit, s'ils n'étaient pas là avec une qualité de production, c'est revenu de façon récurrente dans le propos du numéro 2 de l'Institut chinois des statistiques. On fait des choses de qualité. Voilà, de la qualité, une production qualitative. Il ne pourrait pas y avoir de soutien de l'économie mondiale. François Chollet, il y a des secteurs qui attendent beaucoup de cette croissance chinoise. Je pense au luxe. On doit avoir le chiffre d'affaires d'LVMH ce soir. C'est le suspense du jour. Effectivement, la publication ce soir du chiffre d'affaires du premier trimestre pour le groupe LVMH qui est effectivement sera scruté et analysé. Mais qu'est-ce qu'on va voir de la Chine justement dedans ?
il aura peut-être une meilleure résistance que la publication et l'avertissement qu'a pu produire Kering il y a quelques semaines maintenant, qui avertissait sur le fait qu'il n'atteindrait pas l'objectif tout simplement parce que la Chine n'était pas au rendez-vous de ses ventes pour notamment le groupe Gucci, qui est le maillon faible aujourd'hui de la croissance du luxe en Europe. LVMH a d'autres atouts et bien plus diversifié dans son modèle. Il n'empêche que ce message n'était pas très encourageant pour la Chine au premier trimestre, d'un point de vue de la consommation discrétionnaire. Et les chiffres que vous rappelez le corroborent. Je voudrais simplement faire un petit point sur la partie marché. On a un désamour total des investisseurs internationaux sur la Chine, au point que on a atteint des positions dans les portefeuilles et dans les allocations des grands asset managers au plus bas historique. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs les valorisations que nous avons sur la Chine, qui sont vraiment au plus bas à la fois de l'ensemble des marchés, mais également au plus bas même de l'histoire de la Chine par rapport à sa propre valorisation, à peu près à 9 fois les résultats à venir. C'est pas une classe d'actifs quoi maintenant. C'est devenu quelque chose d'assez consensuel que de ne pas investir en Chine. Il n'empêche, on a fait un point bas il y a quelques semaines, courant février. On a vu un volontarisme évidemment de l'État pour venir soutenir les places financières chinoises. Et force est de constater que pour l'instant on n'a pas enfoncé ces points bas et que ça a l'air de tenir. C'est-à-dire que peut-être qu'on a fait un vrai point bas sur la Chine et que les marchés, les investisseurs vont pouvoir anticiper ces bonnes nouvelles finalement. Non seulement du fait qu'on n'a pas une récession plus marquée que ça, mais même qu'on a un petit redémarrage de l'activité et de la croissance économique en Chine. Parce que si c'est le cas, ça se fait sur un niveau de désinvestissement de la part de la communauté internationale qui pourrait créer un nouvel appel d'air pour l'investissement en Chine avec des groupes qui restent de qualité et qui ont produit des résultats tout à fait remarquables. Je parle notamment de la technologie, notamment dans les grands groupes que nous connaissons issus de l'Internet. On a des entreprises de qualité en Chine. Simplement aujourd'hui, elles sont restées totalement à l'écart de ce qui s'est passé, notamment sur le Nasdaq, aux États-Unis ou sur les grands indices majeurs développés. Et là, je pense que ce point-là est passé. Arnaud Aimé, pendant ce temps-là, Olaf Scholz est en tournée, lui, en Chine pour 3 jours. Il était cette nuit avec Xi Jinping. Il demande notamment à ce qu'il y ait une concurrence un peu plus, je ne sais pas comment la qualifier, équitable. Voilà, ce qui est aujourd'hui pas le cas. Allemagne qui est dans une situation compliquée, notamment parce que sur le secteur automobile, elle a besoin de la Chine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce marché ? Ce que, en tout cas, l'Allemagne peut attendre de la Chine, c'est le maintien d'un certain équilibre. Ce dont a peur l'Allemagne aujourd'hui, c'est une position de l'Union européenne qui devient plus, j'allais dire plus hostile, le terme est exagéré, mais plus vigilante face à la Chine, au contrôle des importations européennes depuis la Chine, aux normes qui sont mises en place par l'Union européenne pour contrer aussi les importations chinoises qui ne respectent pas forcément le même niveau de normes, notamment environnementales et sociales. Je pense que ce que doit obtenir Olaf Scholz, c'est la garantie que face à ces menaces, et plus que ces menaces qui sont amenées par l'Union européenne auxquelles l'Allemagne appartient, eh bien, la Chine ne prendra pas de mesures de rétorsion face à ça. Effectivement, l'Allemagne est très dépendante à ses exportations vers la Chine, notamment avec le secteur automobile. Et le secteur automobile allemand, il traverse une passe difficile aujourd'hui parce que, notamment comme l'ensemble du secteur automobile, il est confronté à la bascule de l'électrique. Mais en fait, avec beaucoup plus le territoire allemand que le territoire français, par exemple, parce qu'il y a beaucoup plus d'emplois industriels automobiles en Allemagne qu'il y en a en France. Donc c'est un gros enjeu vraiment pour l'Allemagne. Donc il ne faudrait pas que s'ajoute à ça une crise dans le commerce extérieur avec la Chine. On va passer au sujet sur Carlos Tavares, mais juste Benaouda, qu'est-ce que vous retenez de cette visite allemande en Chine ? Il y a de la part des Allemands la crainte effectivement que ce lien se rompe d'une manière ou d'une autre pour des raisons géopolitiques. Siemens, il y a 48 heures, a dit que la dépendance des entreprises, des grands groupes allemands à l'égard de la Chine allait durer des décennies. Donc de ce point de vue-là, il y a vraiment une crainte et on renvoie à un rapport dont on a parlé ici du groupe Rhodium, qui est un cabinet de consultants très consulté autant à Washington qu'à Pékin, sur l'idée qu'il y a une saturation extraordinaire dans un
certain nombre de secteurs industriels chinois qui fait qu'ils sont obligés de déverser cette surproduction, les Chinois, ailleurs, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord, et qu'on va au-devant de déséquilibres commerciaux majeurs dans les mois qui viennent et qui ne vont pas pouvoir être réglés avec de simples visites. Véronique, 1 an de production de panneaux solaires attendent dans les ports français de la part de la Chine. C'est-à-dire que là... Comment peut-on contrer ça? Est-ce qu'on doit contrer ça? Vous auriez Jean-Marc Daniel au micro qui reste, il vous dirait on n'a aucun intérêt à contrer, c'est bon pour le pouvoir d'achat en Europe, mais pour notre industrie c'est radicalement différent. C'est absolument calamiteux pour notre industrie. On peut se demander quand même comment ça se fait qu'on en est arrivé là. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on a des concurrents redoutables et qu'on ne se donne pas les moyens de se protéger à minima, sachant que cette concurrence elle n'est pas tout à fait loyale. Et je pense moi que la visite de Olaf Scholz aujourd'hui, c'est un peu la dernière ligne droite avant que l'Allemagne accepte effectivement d'avoir une Europe qui soit beaucoup plus vigilante à l'égard de la pénétration croissante sur des secteurs clés de l'industrie. Donc voilà, il y a la concurrence est là. Il me semble que on va sans doute être contraint de prendre des mesures protectionnistes. D'abord parce qu'effectivement il s'agit de secteurs vitaux pour notre avenir, et deuxièmement parce que les règles de la loyauté concurrentielle ne sont pas tout à fait respectées. On va passer à nos sujets automobiles qu'on va lier d'ailleurs, Carlos Tavares et Tesla, 36 millions de dollars. Et alors, Carlos Tavares est le patron le mieux payé du secteur automobile. Il est européen. En 10 ans, il a transformé Peugeot en Stellantis. C'était une marque nationale moribonde. C'est désormais un géant mondial ultra rentable. Écoutez l'intéressé lui-même au micro de Nathan Cocampo. Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous aviez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répond. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que ce n'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Voilà le message de Carlos Tavares, on va débriefer dans un instant. Mais il parle de ses concurrents qui ne vont pas si bien, ils n'ont qu'à faire aussi bien que lui s'ils veulent être aussi bien payés. Justement le cas de Tesla qui a annoncé Léo Dumas hier soir, 10% des effectifs sabrés. Oui, le constructeur se heurte au ralentissement du marché des voitures électriques, et ce que laisse entendre Elon Musk dans une note interne, c'est qu'il prépare l'entreprise à sa prochaine phase de croissance. Donc il est important de réduire les coûts et d'augmenter la productivité. Et c'est vrai que Tesla a subi de plein fouet ce que les analystes appellent l'hiver de la voiture électrique. On commençait à le voir fin 2023. Eh bien, on le voit très clairement début 2024 avec les chiffres du premier trimestre, une production qui baisse, moins 1,7% sur un an, et surtout des livraisons largement sous les attentes en recul de 8,5%. L'heure est donc à l'économie, 10% des effectifs, c'est au moins 14 000 suppressions de postes. Parfois même, ce sera 20% de suppression dans certaines divisions. Une vraie rupture, car le nombre de salariés avait doublé chez Tesla en l'espace de 3 ans. Arnaud Aimé, 36 millions de dollars pour avoir fait d'un simple Peugeot un groupe ultra rentable comme Stellantis. Est-ce que c'est le bon prix ? Alors moi je ne suis pas conseil aux actionnaires et je n'ai pas analysé le rapport de rémunération, donc je ne me prononcerai pas dessus. Juste je voudrais nuancer ce que vous disiez tout à l'heure. C'est pas, ça en fait pas, si c'était voté, ça en ferait pas nécessairement le patron le mieux payé du secteur automobile. Ça en ferait le patron le mieux payé du secteur automobile en Europe, là-dessus il n'y a pas photo. Par contre, il faut voir que Stellantis, aujourd'hui, c'est devenu, depuis sa naissance, un groupe américano-européen. Et typiquement, il y a la moitié du revenu qui est généré aux États-Unis. Il est dans un autre marché, dans une autre dimension. Un autre marché automobile, mais aussi un autre marché du travail, et un autre marché du travail de PDG. Où est-ce que je veux en venir ? La PDGère de General Motors, Marie Barra, elle a obtenu l'année dernière une rémunération supérieure à celle qui était l'année dernière, donc celle de Tavares. Donc la question c'est aussi, est-ce qu'on compare la rémunération de Tavares à celle de ses homologues européens ou bien américains ? Et ça a un impact tout ça parce que les Américains en fait, ils apparaissent plus généreux
disons, dans la rémunération de leurs patrons. En tout cas, si les patrons font gagner de l'argent à l'entreprise, bon là c'est le cas, il y a eu plus de 18 milliards d'euros de bénéfices nets pour Stellantis au dernier exercice, ce qui la met dans le top 20 mondial des bénéfices de grandes entreprises. Et puis aussi les Américains, ils sont plus généreux dans la rémunération de leurs dirigeants. Si ces dirigeants rémunèrent alors on entend, les salariés, j'entends votre argument actionnaires. totalement de dire il est dans un autre marché, c'est autre chose. François Chollet, les actionnaires sont quand même pas d'accord. L'année dernière, ils avaient déjà voté contre. Là, il y a 3 conseils d'actionnaires qui disent qu'il faudrait voter contre. Ça n'a pas eu d'impact. Ça n'a pas d'impact parce que le schéma juridique utilisé passe par une structure qui n'est pas de droit français et qui ne donne pas ce vote d'actionnaire n'a pas d'effet sur la rémunération du dirigeant. Et c'est ça qu'on peut critiquer, c'est la gouvernance, c'est-à-dire à un moment donné, à quel moment le salaire et la rémunération d'un dirigeant doit ou pas appartenir à la décision des actionnaires. Et on a déjà fait des gros progrès en matière de rémunération des dirigeants, sur la transparence. On a eu beaucoup de choses qui sont arrivées depuis que j'ai commencé ce métier. On a beaucoup plus d'informations qu'auparavant. Là, ce qui est simplement inquiétant, c'est le fait que, malgré le vote et en opposition au vote des actionnaires, on s'octroie des rémunérations aussi élevées et qu'on les accélère l'année suivante, indépendamment de toutes ces considérations. Après, il faut quand même saluer quelque chose, et je partage l'avis d'Arnaud Aimé. On a changé de dimension. Stellantis est un groupe mondial. La concurrence des patrons à ce niveau-là n'est pas au même niveau qu'une concurrence française. On est parti d'un groupe, souvenez-vous, qui avait besoin de l'aide de l'État, qui avait besoin de l'aide de Dogfeng pour pouvoir perdurer, pour pouvoir financer la vente de ces véhicules. On avait besoin d'une garantie, d'une signature de la part de l'État. Ça n'a plus rien à voir en 10 ans. On a complètement changé de périmètre. Juste parce qu'il nous reste... La réussite est exceptionnelle. Les taux de marge de c'est le groupe le plus rentable. C'est absolument inédit. À part BMW, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des marges aussi élevées dans ce secteur-là. Donc, il y a quand même une réussite opérationnelle sur Stellantis qui en fait un cas d'école pour les écoles de commerce dans les années à venir. Personne ne dira le contraire. Benahouda, sur la question de la gouvernance, le cas Tavares, ça énerve l'Italie. Ça énerve parce que pour eux, alors Paris regarde vers les États-Unis et Rome regarde vers Paris parce que il y a un article très intéressant de notre collègue Julien Bonnet sur le site de BFM Business qui porte sur le nouveau SUV d'Alfa Romeo, le petit SUV qui s'appelle Milano, mais qui va être fabriqué en Pologne, ce qui est pour eux une hérésie non seulement juridique mais intellectuelle. Et déjà il y a 3 mois, la chef du gouvernement italien devant le Parlement va estimer que on a assisté en fait à une fusion qui était une prise de contrôle cachée des Français sur ce groupe américano-européen, avec l'idée qu'on a transféré le siège juridique aux Pays-Bas, que c'est un représentant de l'État français qui siège au conseil d'administration de Stellantis. Donc c'est une question aussi d'optique. Pour les Italiens, ce sont les Français qui sont les gagnants dans l'affaire et pas les Italiens. Véronique, il nous reste 1 minute. Oui, je pense qu'il y a un vrai problème de gouvernance qu'on retrouve à tous les niveaux et qui interpelle après. Je suis complètement d'accord, on est dans un monde global avec des entreprises globales et c'est vrai que l'échelle de comparaison elle est plus difficile au niveau local, elle tient pas forcément la route. Mais je pense que là pour le coup au niveau des critères de gouvernance, il y a quand même de vrais sujets à tous les niveaux, à la fois au niveau des partenaires et puis du fonctionnement lui-même des prises de décision. Merci à tous les 4 d'être venus débriefer l'actualité économique du jour ce matin dans la matinale de l'économie.